Bonjour, en cette fin de congrès à l'EULAR à Rome, je vais vous rapporter les choses qui ont été dites sur l'APR en ce qui concerne les caractéristiques cliniques. Tout d'abord, une étude qui avait fait l'objet d'un poster, mais que je trouve assez intéressant, puisque on constate régulièrement les patients qui se plaignent, qui sont traités pour une polyarthrite rhumatoïde, qui sont correctement traités, et pourtant ils se plaignent d'une diminution de la force musculaire et d'une difficulté dans la vie de tous les jours. Eh bien, l'objectif de cette étude, c'était justement d'évaluer la force musculaire, notamment la force de préhension, avec un petit appareil électronique où on leur demandait donc de serrer une espèce de bâton et on enregistrait la force musculaire. Ils ont fait cette étude à partir d'une cohorte de patients, enfin d'un suivi de patients de PR qui a été recruté entre 1995 et 2005 et ils mesuraient régulièrement comme évaluation cette force de préhension. Donc 223 patients avec une PR précoce, donc ils ont insisté sur le fait qu'ils ont pris les patients qu'ils avaient vus initialement, a été inclus dans l'étude. La force initiale était en moyenne de 128,4 pour la main droite et de 122,5 pour la main gauche. Et ils avaient fait avant une évaluation chez des sujets qui n'avaient pas de polyarthrite rhumatoïde où on voit que la force musculaire est de 306 pour la main droite et 294 pour la main gauche. Donc elle était évidemment nettement diminuée à la première visite où les patients étaient inflammatoires. À la visite à 1 an, il y avait un gain de la force puisqu'on passait de 128 à 164, mais on était encore bien loin des 306 des sujets sains. Et à 5 ans, de la même manière, sur l'ensemble des patients, on ne gagnait pas en fait entre 1 et 5 ans. À 5 ans, ils ont séparé les patients avec faible activité et en rémission pour voir si, chez ces patients complètement indolores, enfin, ou presque complètement indolores, il y avait quand même une force de préhension qui était meilleure. Alors, elle était meilleure, mais elle n'était pas normale, puisqu'avec faible activité, on arrivait à 218 et en rémission, on obtenait 251. D'où déjà l'importance encore de la rémission pour au moins avoir une fonctionnalité la meilleure possible, mais sans jamais revenir en fait à l'état antérieur. Ensuite, on a eu beaucoup de communication et de posters sur le cardiovasculaire et les décès. Donc, je vous fais quelques rapports là-dessus. Donc, tout d'abord, le risque d'infarctus du myocarde. Et à chaque fois, la question, c'était de savoir si, compte tenu des nouveaux traitements, enfin, en tout cas, compte tenu de la prise en charge qui est meilleure aujourd'hui dans la PR, est-ce qu'on n'arrive pas quand même à diminuer le risque d'infarctus et on verra après le risque de décès. Dans cette étude, c'était à partir d'un registre suédois de polyarthrite rhumatoïde qui comparait à la population générale. Il prenait les patients de 97 à 2012 en les séparant par tranches et il les comparait donc à une population. Alors s'il prenait la population générale avec un risque relatif de 1, eh bien en fait le risque global sur toutes les années de 97 à 2012 était de 1,46. Et quand on découpait de 97 à 2001, 2002, 2006, 2007, 2012, il n'y avait finalement pas de différence. C'est-à-dire qu'il y avait toujours autant de risques relatifs d'avoir un infarctus. Sauf que ce risque est comparé à la population générale. Or, la population générale a diminué son risque d'infarctus. Donc, il est probable que dans la PR aussi, ça ait diminué, mais ça a diminué dans le même sens, on va dire, que la population générale. Une autre étude sur le risque de décès dans la polyarthrite, enfin les facteurs de risque de décès dans la polyarthrite au Danemark, une étude danoise. Donc là encore, ils ont pris, alors là ils sont partis directement d'un registre de décès et ils ont regardé les patients PR versus les patients non PR. Le risque relatif de décès dans la PR par rapport à la population générale était dans cette étude de 1,39. Et quand ils regardaient les causes de décès, les causes étaient augmentées pour le cardiovasculaire, 1,29 pour les cancers, beaucoup pour les infections, finalement 2,28 dans cette étude, et aussi pour les pathologies pulmonaires, 1,55. Et ils ont réparti après par âge, avec bien sûr un risque de décès finalement qui était plus augmenté chez les sujets jeunes par rapport à la population générale, notamment chez les moins de 50 ans. Donc là, c'est l'augmentation de la survie. Sur celui-là, c'était une communication orale. L'augmentation de la survie dans la PR par rapport au temps qui passe, comme je disais en introduction. Donc dans celle-là, ils ont réussi à montrer finalement qu'il y avait une amélioration de la survie des polyarthrites rhumatoïdes dans le temps,
en prenant une étude qui allait de 99 à 2012, et ils ont séparé en deux parties, 99-2005, 2006-2012. Quand ils comparent donc à la population générale, entre 99 et 2005, le risque relatif de décès par rapport à la population était de 1,6, donc assez augmenté, on retrouve à peu près les chiffres de tout à l'heure, et 1,38 seulement pour la population 2006-2012, donc ce risque de décès par rapport à la population augmente. Et il diminue encore plus si on ne regarde que la population PR, puisqu'en fait, le taux de décès de la cohorte ancienne, c'était 23,75 pour 1000 patients année, et ça tombe à 15,75 au moment de la nouvelle cohorte. Mais là encore, la population générale aussi a un nombre de décès par patient année qui est diminué. Pour terminer sur ces études-là, on sait que on vient de montrer donc là que les décès augmentent, le risque de décès diminue lié à la polyarthrite rhumatoïde depuis qu'on prend en charge mieux les patients. Et donc la dernière étude a essayé de savoir si c'était en lien avec l'activité de la maladie. Donc à partir cette fois-ci de l'étude Barfoot, ils avaient 839 patients au départ, avec 705 patients qui ont été suivis pendant plus de 5 ans, une rémission qui était définie selon un DAS 28 inférieur à 2,6. La population, en moyenne, initialement, elle avait au départ 57 ans. Il y avait quand même 56% de fumeurs. Le DAS 28 initial, pour parler de l'activité, était à 5,1. Le taux de mortalité a été retrouvé à 22,4 pour 1000 patients année, avec 58% de décès pour cause vasculaire. Ce qu'ils ont montré, c'est que les patients qui étaient en rémission à plusieurs reprises avaient un taux de mortalité nettement plus bas que les patients qui étaient soit jamais en rémission, soit étaient en rémission à une reprise. Et c'était aussi vrai pour le taux de mortalité pour cause cardiovasculaire. Ce qui nous permet d'enchaîner sur les recommandations dans le cardiovasculaire, puisqu'en tout début de congrès, on a eu les recommandations sur la prise en charge cardiovasculaire. Voilà, on va les passer un petit peu rapidement parce qu'en fait, elles ont été actualisées par rapport à des recommandations de 2009, en mentionnant que finalement, il y avait quand même encore beaucoup d'infarctus du myocarde dans la polyarthrite rhumatoïde et qu'il était vraisemblable que ces recommandations ne soient pas encore complètement appliquées. Il n'y a pas eu de chose révolutionnaire. Ils insistent toujours sur le fait que la PR doit être considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire. Ils apportent un peu plus d'éléments sur les spondyloarthrites et sur le rhumatisme psoriasique en disant que là aussi, il faut prendre en charge le risque de cardiovasculaire, que l'inflammation doit être contrôlée pour éviter ce risque. Alors par contre, il régresse, si je puis dire, et il y a eu une remarque de Maxime Goudou-Gados par rapport à cela, il régresse par rapport aux anciennes recommandations, puisque là, ils disent que le risque ne doit être évalué que tous les 5 ans, alors qu'on avait parlé de tous les ans initialement. Ils ne se sont pas spécialement expliqués, ils ont estimé que si on évaluait bien le risque et qu'on mettait en œuvre des choses pour diminuer les facteurs de risque cardiovasculaire, c'était peut-être pas la peine de le faire tous les ans. Le dosage lipidique est à faire si possible quand la maladie est stable, puisqu'on a montré en effet que le dosage lipidique peut être faussement bas dans une maladie active. Bon, ça n'intéresse pas la France, mais pour les pays pour lesquels il n'y a pas de recommandation nationale, on majore de 1,5 le facteur de risque quand on a une polyarthrite rhumatoïde. Et puis après, c'était de faire en fait comme les recommandations nationales pour la prise en charge de l'hypertension, pour la mise en place d'une statine, pour l'arrêt du tabac, la diététique ou la prescription entre guillemets d'exercice. La petite nouveauté, c'était qu'il était recommandé de détecter les plaques athéromateuses carotidiennes par échographie, mais ils n'étaient pas tous d'accord et il n'y avait pas eu beaucoup de consensus sur le sujet, sur cette dernière recommandation. Et puis sur le plan thérapeutique, c'était un peu enfoncer les portes ouvertes, le minimum de corticoïdes et pas trop d'AINS, sauf si besoin dans la spondyloarthrite.